Donc, merci Maurice pour ta présentation et puis pour le petit coup de pub. C'est assez rare d'avoir dans le même panel, la même demi-journée, deux Joël, hein, je tiens à le dire. Et puis merci aussi pour le beau projet poème là, auquel on participe aujourd'hui. Alors ce matin, pour toutes et pour tous, je vais partager avec vous une réflexion sur cette question du couplage action-perception. C'est une demande de Maurice, mais aussi c'est parce que nous travaillons dans les recherches que nous menons avec notre groupe qui s'appelle Langue and Act, qu'on a créé en 2019. Nous travaillons sur cette question et à partir du paradigme assez particulier de l'énaction de Francisco Varela. Alors, ce matin, je vais aborder deux questions qui sont tirées en fait du descriptif de cette journée d'études en espérant être le plus précise possible par rapport à vos attentes. D'abord, qu'est-ce qui oriente nos perceptions? Et puis, quelles implications pour la transmission et la formation, bien sûr, pour nous, de notre point de vue. Je voudrais faire un mot d'introduction quand même sur le contexte, puisque tu as parlé, Maurice, du master. La question de la transmission, de la formation est vraiment au cœur de nos préoccupations dans nos recherches, puisque nous travaillons, enfin je travaille plus précisément, et la plupart d'entre nous, dans un INSPE. Donc c'est un INSPE, un institut dont la mission première est de former les enseignants. Et dans ce cadre-là, avec une équipe de chercheurs, d'artistes, d'enseignants, que faisons-nous? Nous menons des recherches de type action-formation sur la notion de corporéité. Alors, comme le disait Joël Zask tout à l'heure, ce n'est pas juste le corps dans les apprentissages, c'est l'engagement du corps en mouvement, des émotions dans tous les apprentissages. J'ai même pensé à fonder une autre école. On ne va pas l'appeler Cœur Immaculé de Marie, mais pourquoi pas. Donc, que faisons-nous dans ces recherches-là, qui sont des recherches appliquées? On crée ensemble, on teste des dispositifs esthétiques performatifs, dont je donnerai un ou deux exemples tout à l'heure, pour enclencher quoi? Pour enclencher aussi, Joël en parlait précédemment, des transformations à la fois intimes, mais collectives, de l'acte, des transformations, des représentations sur ce que veut dire apprendre, sur l'acte d'apprendre et de transmettre ou d'enseigner. Et donc, dans nos projets, nous partons et nous revenons systématiquement à l'expérience esthétique, donc à cette expérience vécue. Alors, parce que nous faisons ça, et c'est vraiment très logique pour moi de vous inviter, avant de vous en dire plus sur un petit peu le cadre dans lequel nous travaillons, à une expérience partagée. Donc, on va commencer par une expérience partagée. Et c'est pour ça que Maurice vous a mis dans la pénombre. Idéalement, évidemment, j'aurais voulu être avec vous et puis avec un ou une collègue artiste, mais comme ce n'était pas le cas, je dois vous dire que c'est quand même une première. Je n'ai jamais encore fait ce type d'exercice à distance, donc on va voir comment ça peut marcher. Ce qu'on va faire, c'est, je vais vous proposer de regarder une vidéo d'1 minute 30. J'aimerais que vous puissiez vous préparer, mais vous êtes déjà préparé parce que vous avez fait des activités de préparation, de concentration. Donc, j'aimerais que vous vous concentriez intérieurement. Et si cela est possible, si vous le voulez, si vous le pouvez, vous pourrez fermer les yeux quelques minutes, le temps que je mette la vidéo en marche. Vérifiez que vous êtes bien installés sur vos sièges, que vous êtes confortablement assis. Vous pouvez prendre conscience de votre respiration maintenant. En respirant, vous pouvez sentir s'il y reste encore des tensions dans certaines parties de votre corps. S'il en reste, si vous en sentez une dans un mollet, dans un bras, et relâchez la tension en expirant. Prenez ce temps pour vous, donc, le temps que je mette la vidéo en marche.
Voilà, donc maintenant, vous pouvez regarder l'écran et ce que je vous propose, c'est de vous laisser simplement porter par ce dont vous allez faire l'expérience. Et à la fin de ce petit moment, à la fin de cette minute et quelques, je vous invite à rester en silence, à rester dans vos sensations. Et à la fin, vous pourrez fermer les yeux à nouveau. Et puis à ce moment-là, je reprendrai la parole. Voilà, donc vous venez maintenant de vivre cette expérience sensorielle, visuelle, auditive. Vous pouvez, si vous le voulez, garder les yeux fermés. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose maintenant de laisser revenir à vous, dans votre cinéma intérieur, laissez revenir à vous le déroulement de ce film, le déroulement de ce que vous venez de regarder. Remettez-vous au début, rembobinez. Et puis, laissez-vous porter à nouveau par les images, les sons, les sensations que vous venez de vivre à l'instant. Que se passe-t-il en vous? Que voyez-vous? Qu'entendez-vous maintenant en revivant ce film-là? Que ressentez-vous? Je vous laisse un temps de silence, 2 ou 3 minutes, pour faire ce chemin. Et je vous propose de faire un petit signe de la main quand vous avez refait le chemin et puis de rester en silence pour laisser aux autres le temps de terminer leur voyage intérieur.
Voilà. Donc vous êtes un certain nombre maintenant à avoir fait un petit signe. Je pense, j'ai du mal à peut-être à apprécier vraiment ce qu'il en est dans toute la salle, mais on va commencer, on va continuer, pardon. Et si vous le voulez bien, j'aimerais que quelqu'un, un volontaire, s'approche d'un micro. Maurice, je ne sais pas comment tu veux faire, mais pour qu'on puisse échanger sur, partager sur ce que vous avez revécu là tout de suite à l'instant. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien euh, prendre la parole pour un 2 minutes, 3 minutes d'échange, hein? Alors, tout le monde se regarde. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez? Moi, j'entends pour l'instant rien. Il faut parler dans le micro peut-être. C'est bon? Vous m'entendez? Ah, ça y est, maintenant Oui, je c'est bon. t'entends. Voilà. Ok. Merci. Je veux bien que vous me donniez votre prénom. Juliette. Juliette. Juliette, merci d'accepter de partager avec nous. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour vous au moment où vous retournez au début de cette perception? Alors, ce que j'ai d'abord eu en souvenir, c'était la musique, notamment, qui m'a transportée. La musique. Musique, oui. Oui. Qui m'a transportée dans un univers très, très fluide, une impression d'être dans de l'eau ou peut-être un gros matelas bien moelleux. Et les images étaient vraiment très belles, très agréables à regarder, et puis elles avaient un mouvement très lent, donc qui se superposait très bien avec la musique en fait. Et ça donnait l'impression de s'enfoncer dans le siège et de vouloir, personnellement en tout cas, de vouloir donner de la hauteur dans mes membres supérieurs, en tout cas. Puisque les danseuses en question, ou les personnes, étaient très élevées au niveau des bras, le regard vers le ciel, donc il y avait quelque chose d'un peu spirituel aussi. Oui. Est-ce que Juliette, vous avez d'abord perçu le son, si j'ai bien entendu. Donc, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce son? Il était... est-ce que vous l'avez perçu, vous l'avez réentendu de quelle façon? Est-ce qu'il était... En crescendo. Je l'ai entendu en crescendo. Crescendo, oui. C'est comme ça que je l'ai perçu. Justement, comme quelque chose qui était vraiment de plus en plus fort et de plus en plus élevé, en fait, comme les corps sur la vidéo. Ouais. D'accord. Et cette sensation-là, elle était localisée quelque part en vous? Oui, dans le haut du corps. En tout cas, dans le haut du corps, c'était élevé, et dans le bas du corps, j'étais vraiment dans un gros canapé moelleux. Oui. Et Juliette, est-ce que vous vous souvenez de la première image? Elle était après cette perception du son? Elle était après, mais c'était pas la première image de la vidéo que j'ai vue. C'était, je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas c'était le visage de la jeune fille qui regardait en haut vers le ciel et qui avait l'air émerveillée par ce qu'elle voyait en tout cas. D'accord. D'accord. Et est-ce qu'il y a une sensation qui est associée à cette image qui vient après le son, qui va crescendo, qui vous porte comme ça? Moi je dirais du coup l'émerveillement en fait. C'est ce qui m'a marqué vraiment. D'accord. Dans le visage de cette fille. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être vous pouvez passer le micro à quelqu'un qui a eu une autre perception? Ce serait intéressant d'entendre quelqu'un qui en fait a fait revenir quelque chose de différent. Merci. C'est bon. Bonjour. Ok, bonjour. Moi, votre prénom, c'est votre Gaëlle. Gaëlle. Gaëlle, oui. Gaëlle. Du coup, moi, je n'ai pas du tout eu la même sensation que toi, Juliette. J'ai eu de la peur en premier, parce que la première image que j'ai vue, c'est cette
juste cette chevelure rousse, en fait c'est ça, hein, qui m'a fait penser au film d'horreur Le Clown. Donc voilà, et après, comment dire, l'évolution de l'image m'a fait penser à une naissance en fait. J'ai pensé au... c'est un peu bizarre, hein, mais j'ai pensé au Big Bang et à l'explosion de cette énergie centrale, etc., qui s'est divisée. Et après, oui, c'était comme la naissance de différents individus qui devenaient justement singuliers. Et j'ai beaucoup vu, moi, la différence entre, comment dire, l'uniformité dans la singularité. Voilà, parce qu'on a vu tout de suite une image devant la main d'une peau de couleur noire et blanche, puis la personne, la jeune fille et la dame un peu plus âgée, voilà, c'est ce qui m'a marqué. Merci Gaëlle. Est-ce qu'on peut revenir à votre première impression qui était un peu de peur avec une chevelure rousse? C'est la première image que vous vous remémorez. Est-ce que vous pouvez dire un peu, nous parler de ce sentiment? Vous l'avez perçu comment, quel genre de sensation c'était? Est-ce que vous l'avez perçu corporellement ou... Ah oui, corporellement, ouais. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quand vous avez... ma gorge qui s'est serrée un peu. Enfin voilà, j'étais surprise. Et puis après, il y avait un côté un peu mystérieux sur comment ça va évoluer. Oui. Donc voilà, évidemment, j'ai repensé au film que j'ai vu. Enfin, après, on replonge dans ses expériences personnelles et voilà. Bien sûr. Juste une dernière question pour... préciser, vous avez parlé à un moment d'une main noire et une blanche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur la main noire et la main blanche? Du coup, j'ai compris un peu comment dire, le cœur de cette vidéo. Enfin, je me suis dit que c'était sûrement le thème principal, l'uniformité dans la différence. Enfin voilà, et je me suis dit, ok, on veut nous toucher là-dessus, quoi. Merci. Merci beaucoup, Gaëlle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait encore eu une perception vraiment différente et qui aurait envie de la partager avec nous ce matin? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Lise. Alors, Lise. Lise. J'ai pas entendu. Alice. Lise. Ah, Lise. C'est parce que le son est... c'est pas moi, c'est le son. Bonjour Lise, merci de prendre la parole. Alors dites-nous un petit peu vous, qu'est-ce qui s'est passé dans votre reconstitution de la perception? Alors c'est venu avec l'image d'une main et tout de suite la sensation de la peau. Et du coup, j'étais sensible à ma perception de la peau. Voilà. La peau, c'est ça que vous dites? Oui, la peau. Oui. Et c'est ça qui m'a prise en fait dans toute cette reconstitution, ce rapport au toucher et qui est nommé à la fin de la vidéo, ce rapport au toucher, au contact, à la peau. Et ce lien des peaux entre elles, le lien à notre propre peau et le lien à la peau des autres. Merci, c'est intéressant. Et quand vous dites que j'étais sensible à la peau, donc bien à ces peaux qui se touchent ou pas, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous pouvez clarifier un petit peu? C'est associé à une image, à un son, à une sensation? C'est comme si toute ma peau se réveillait, conscience, sensible dans le sens... mon attention était portée à mon enveloppe, à cette peau, à la peau, ma peau. D'accord. Donc vous avez quelque chose d'enveloppant. Pardon? Non, je vous écoute et vous dites que vous avez vécu ce film-là avec votre peau, en fait, sensoriellement, vraiment. Tout à fait. Et dès même là, c'est quand c'est revenu, quand vous nous avez demandé de refaire le cinéma intérieur,
mais c'était déjà présent. En fait, c'est comme si ça se poursuivait, c'était déjà présent au moment où on était en train de regarder le film. Et je ne sais pas si c'était aussi porté par les propos de Joël Zass précédemment, mais il y avait vraiment cette question du dehors et du dedans aussi, ce va-et-vient. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Lise. Je pense, Maurice, est-ce qu'on a le temps de donner 5 minutes ou pas par rapport à ton planning des interventions de ce matin? Si elles sont nécessaires à ton propos, Joël, c'est important. Oui, non, je pense que si ça va pour toi, j'ai bien envie en fait de reprendre pour qu'on puisse avancer un petit peu, puis je puisse prendre peut-être quelques questions à la fin plutôt que voilà. Donc je vais remettre mon support. Alors, je recherche partage d'écran. Voilà. Donc théoriquement, vous devriez revoir mon PowerPoint. C'est bon pour vous? Oui? Je t'entends pas, Maurice, donc je... Ah ben, ça fait partie de... Ok, si vous m'entendez, c'est parfait. Donc, voilà, en réalité... Ah, mamma mia. Ici, on a... Je vous ai montré quelques images hein, d'un clip, d'un montage d'une pièce qui s'appelle « Toucher » de Solène Bossu. Et Solène, qui dans ce clip danse avec Anne Sachs, ce sont deux collègues, deux artistes qui travaillent avec nous sur ce projet Arenact dont Maurice, tu as parlé tout à l'heure. Et alors, c'est intéressant, hein, vous avez vu, enfin, vous avez entendu surtout les différences de perception de ces images, ce qui est tout à fait logique. Et donc, nous venons de faire l'expérience des perspectives que l'on adopte, que l'on a sur les choses du monde, en fait. Ici, sur une minute d'image, et on voit à quel point ça peut être vécu différemment, à quel point l'expérience peut être orientée de façon différente. Nos souvenirs, en fait, nos histoires, nos affects, les expériences que l'on a de la danse ou pas de la danse, nos expériences passées mais aussi récentes, celles d'être assis maintenant sur la chaise, nos attentes, etc. Tout ça nous donne une certaine perspective sur le monde. Et le monde dans lequel nous vivons est tellement présent, hein, ça c'est Husserl en phénoménologie qui nous le disait, mais beaucoup d'autres derrière lui aussi, le monde est tellement présent que nous ne réfléchissons pas à la manière dont nous l'habitons, à la manière dont nous le vivons, et Joël Zask l'a aussi redit tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce que dans notre groupe, nous avons pensé et décidé qu'il était vraiment essentiel de revenir à nos perceptions et à l'expérience vécue? Eh bien parce que si nous ne prenons pas le temps d'y réfléchir, nous finissons par avoir l'impression que ce que nous percevons, c'est normal, c'est la norme, ça devient une norme. Ce que nous entendons, ce que nous voyons serait donc une seule et même réalité. Et ça, c'est vraiment un des grands pièges dans l'éducation et dans la transmission, de croire que on peut transmettre et que tout se transmet, qu'au fond, il y aurait une réalité. Alors, dans le système visuel que je vais prendre pour exemple, ici, juste pour faire une focale, en fait, c'est un exemple qui me semble intéressant pour illustrer mon propos. Ici, vous voyez à l'écran un environnement, mais qui est perçu au travers des yeux d'une abeille. Le même environnement perçu à travers l'œil ou les yeux d'un chat. Alors bien sûr, ce sont des modélisations informatiques. Hein. Mais si, donc on devine un peu mieux avec le chat de quoi il peut s'agir, de quel environnement il s'agit. Et puis si on met un appareil photo qui est basé sur la façon dont l'œil humain regarde, on va reconnaître un environnement qui nous semble très familier, puis même si certains d'entre vous la connaissent, ils reconnaîtront donc la place Vendôme à Paris. Alors, ce n'est pas la place de la République, hein, c'est clair. Mais ce que nous dit, pour moi, ce que nous disent ces trois images, c'est que
les espèces humaines, les espèces vivantes, pardon, partagent un même monde, mais chaque espèce en a une perception différente. Ben, ça semble assez évident, mais néanmoins, ce n'est pas inutile de se le remémorer. Chaque espèce va en fait créer son monde en fonction de quoi? Ben, en fonction de son évolution spécifique dans le monde, en fonction de sa phylogénèse, puis aussi de son autogénèse, mais ça, on pourrait y revenir plus tard. Mais c'est lié, en fait, ces perceptions, ces mondes différents sont liés au couplage sensorimoteur que chaque espèce va développer dans le monde pour y survivre. Par exemple, ici, dans la façon dont un humain et un pigeon voient le sol à partir de la même distance, en plongée, on comprend bien que c'est la biologie de la perception de l'oiseau est liée à la nécessité pour lui de repérer de loin la nourriture. Et on voit bien qu'on ne vit pas, on partage un même monde, mais les réalités du monde sont différentes. Les variations dans la perception visuelle et aussi, Joël Zask aussi, tout à l'heure, tu as préparé vraiment de façon très intéressante ce que je dis là, elles sont aussi culturelles. Et là, j'ai pris un autre exemple pour vous. C'est cette expérience qui a été menée par un collègue psychologue qui s'appelle Jules Davidoff en Afrique australe, en Namibie. Et il a montré, par exemple, que les membres d'une tribu qui s'appelle la tribu Imba n'arrivent pas à distinguer le bleu ou alors avec énormément de difficultés, dans une palette de vert. Hein, vous voyez ici un extrait de l'expérimentation. En fait, dans cette tribu, les hommes n'ont pas de mots, c'est-à-dire ils n'ont pas d'étiquette pour nommer cette couleur bleue. Ça nous indique à nouveau quelque chose d'intéressant, c'est que pour nommer une réalité, pour qu'elle existe pour nous et qu'on en fasse une étiquette, il faut la percevoir. Et lorsque l'on est plusieurs à percevoir et à partager une singularité, ben on en fait une réalité commune et on lui donne une étiquette. Et dans cette même recherche, Davidoff a repéré autre chose qui nous intéresse, c'est que si vous regardez ici cette palette de vert, eh bien, dans cette palette de vert, les membres de cette tribu Imba vont distinguer une variété de couleurs vertes qui est a priori indiscernable pour un œil occidental. Et d'ailleurs, nous, en regardant cette palette, nous n'avons pas de mots ou d'étiquettes pour nommer, nous ne savons même pas quelle est l'étiquette verte qui correspondrait à ce que les hommes de cette tribu, les hommes et les femmes hein, de cette tribu distinguent. Regardez, il nous faut un colorimètre en fait pour que nous puissions réaliser qu'effectivement, il y a bien une distinction de couleurs. Hein, on vous l'indique ici par la flèche. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a bien d'autres éléments que des éléments biologiques hein, par rapport à cette perception visuelle que je prends comme illustration aujourd'hui. Et dans son article qui s'appelle « Connaître les sciences cognitives », François Varela, alors, il était neurobiologiste et il a étudié le système visuel, il nous met en garde contre une idée reçue. Parce que, et voilà ce qu'il nous dit dans cet article, on pense couramment que la perception visuelle suit un circuit simple qui irait de la rétine, de ce que l'on perçoit avec l'œil, et qui serait interprété par le cerveau via le cortex visuel qui est à l'arrière du cerveau, comme on le voit sur l'image de droite. Mais cette explication, nous dit-il, ignore totalement le rôle d'une région tout à fait cruciale de notre cerveau, qui s'appelle le corps genouillé latéral. En fait, vous le voyez à gauche sur ce schéma simplifié, mais à droite, on voit qu'on a 2 corps genouillés latéraux. Et pourquoi est-ce que c'est fondamental? Parce que, nous dit-il, 80% de l'information visuelle qui vient de l'œil et qui transite par ce corps genouillé latéral eh bien, est réinterprétée et 80% de l'information vient non pas de l'œil, mais du reste du cerveau. Hein. Je le cite, elle vient du dense réseau qui relie le corps genouillé aux autres régions du cerveau et pas à la rétine, pas seulement à la rétine. Donc au fond, quand on regarde quelque chose, nous dit Varela, eh bien l'image qui se forme dans notre cortex visuel, son interprétation, ne vient que pour 20% de l'impact hein, sur la rétine de ce que l'on voit dans le monde extérieur. Et là, ça questionne sur intérieur-extérieur justement, et on pourrait, c'est un très beau sujet.
On pourrait reprendre, mais là, on ne va pas le faire aujourd'hui, toutes ces démonstrations similaires sur tous les autres modes de perception, l'audition, le toucher, etc. Et vous voyez que ce que nous voyons, nous dit Varela, dépend de facteurs internes plus que des facteurs externes. Le philosophe qui est phénoménologue aussi, enfin le philosophe phénoménologue américain Alvin Noé, qui a travaillé avec des danseurs, nous rappelle dans son ouvrage ici, La perception en action, que la perception précisément n'est pas quelque chose qui nous arrive. C'est pas quelque chose que nous subissons, c'est quelque chose que nous faisons nous-mêmes au travers de nos actions. Pour Alvin Noé, la perception, c'est donc déjà une pensée en acte. La pensée est déjà présente dans la perception. Mais du coup, quel est le lien entre la perception et l'action? Alors, pour l'illustrer ce matin, je vais revenir à ce lien qui est un lien de codétermination entre l'action et la perception. La perception, en fait, découle de nos actions. C'est aussi dans la proposition de Varela une hypothèse très intéressante. Varela lui-même, pour l'illustrer dans un de ses articles, prend une expérience qui est devenue assez classique. J'ai mis ici le titre de cette expérience qui a été qui a été proposée par deux Américains, Held et Hein. Je pense qu'ils sont américains d'ailleurs, non, pas forcément. Et je vais la résumer brièvement pour vous. Alors, c'est une expérience vraiment extraordinaire. Il prend 2 chatons dont on a vérifié le système visuel. Bon, les chatons sont aveugles à la naissance. Et puis, pendant 2 mois, on va promener ces 2 chatons dans un même environnement, tous les 2 ensemble. Mais l'un, ils sont dans des petits paniers et l'un est autorisé à sortir du panier, alors que l'autre est maintenu en fait dans le panier. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de contact avec son environnement. Lorsqu'après 2 mois, on va libérer les 2 chatons, eh bien, celui qui a pu être en contact, qui a pu marcher, il va se comporter normalement, c'est-à-dire qu'il va connaître son environnement, mais celui qui était maintenu dans le petit panier n'arrive pas à se mouvoir dans l'environnement. En fait, il agit comme s'il était aveugle. Il se bute un peu partout, il n'arrive pas à monter ou descendre les marches, il dégringole, alors que leur système visuel à tous les deux est tout à fait identique et ne présente aucun défaut. Alors, de cette expérience, et puis de très nombreuses expériences plus tard, et on continue à en trouver de nouvelles aujourd'hui, Varela va tirer l'hypothèse suivante: l'espace résulte du mouvement. Notre perception de l'espace, notre notion de l'espace, résulte du mouvement. C'est quelque chose qui est assez radical, parce qu'en fait, l'espace, ça paraît la chose la plus objective du monde à tout le monde. L'espace, c'est le pilier même de l'objectivité en sciences physiques. Or, elle est totalement inséparable de notre gestion sensorimotrice. Le grand mathématicien Poincaré, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, au début du XXe siècle, hein, en tirait la même conclusion quand il parle de la modélisation de la géométrie de l'espace. Et puis Alvin Noé, lui, va reprendre cette idée en incluant autrui. Donc, il nous dit: notre perception des autres est inextricablement liée à notre façon d'évoluer dans le monde. Et ça nous amène je vais passer assez rapidement là-dessus, mais ça nous amène à un fondement qui est assez radical de la proposition varélienne. C'est, dit-il, que en fait, notre environnement ne contient pas d'attributs. En fait, nous ne nous représentons pas l'environnement parce qu'il n'y a rien à se représenter dans l'environnement. En fait, c'est notre histoire sensorielle, sensorimotrice, récurrente, cyclique, culturelle, affective avec l'environnement qui fait émerger les attributs du monde, qui fait émerger les objets que nous percevons dans le monde. Alors, quelles implications cela a-t-il, hein? Vous voyez, je passe un peu vite, mais c'est pour arriver en fait à pourquoi ce paradigme et quelles implications pour nous, pour la connaissance et dans la façon de transmettre, puisque nous nous adressons à des enseignants, des futurs enseignants ou des enseignants en poste, et puis des artistes qui interviennent avec des enseignants. Alors, la question, elle est assez simple au final. C'est que si la connaissance, c'est quelque chose que l'on fait surgir, quand on est en prise directe
avec le monde, quand on agit dans le monde. Ben alors enseigner consiste à créer les conditions pour que les élèves, les apprenants soient en prise directe avec le monde sensible. Ça veut dire qu'on ne peut pas simuler mentalement des notions, on ne peut pas concevoir des notions, les manipuler, etc., si on ne les a pas éprouvées de façon sensible. Or, on sait aujourd'hui, et là je ne vais pas en faire, je vais pas élaborer sur cette idée, mais on sait aujourd'hui que dans l'éducation, on fait comme si tous les enfants étaient capables de percevoir ces notions sans les avoir, sans revenir au vécu. Alors, cette idée de le savoir ou la connaissance émerge, hein, l'émergence, c'est vraiment une notion clé dans la pédagogie inactive, performative. Hein, je l'avais écrit dans le titre. Nous essayons d'évaluer une pédagogie qui serait donc inactive et aussi performative. Et cette notion d'émergence, j'aurais pu vous l'expliquer, mais en fait, j'ai choisi de faire autrement. J'ai choisi de vous partager une métaphore sur l'émergence qui a été proposée par Evan Thompson. C'est un philosophe co-auteur de Varela, et je vais le citer, voilà. Voilà ce qu'il dit de l'émergence. Il dit « Un oiseau a besoin d'ailes pour voler, mais le vol de l'oiseau n'est pas à l'intérieur de ses ailes. Le vol de l'oiseau, c'est la relation entre l'animal tout entier et son environnement. Voler, c'est une action incarnée, incorporée. Nous, humains, nous avons besoin d'un corps-cerveau, je l'écris en un seul mot, pour percevoir et penser. Mais notre pensée, notre perception ne se trouve pas dans le cerveau. Notre pensée est une relation entre nous et le monde que nous créons en le vivant. Notre connaissance donc émerge dans la relation avec le monde. Nous dansons le monde, mais nous sommes aussi dansés par le monde. Nous énactons le monde. Ça, c'est vraiment cette idée de l'émergence dans l'énaction du monde. Dans un autre ouvrage d'Alva Noé qui s'intitule « L'art et la nature humaine », voilà comment il parle de l'art. Il était un peu fâché en fait avec les neuroscientifiques qui essayent de faire de la neuroesthétique Alva Noé. Et donc, il les critique beaucoup dans cet ouvrage. Mais voilà ici la citation que j'ai choisie pour vous parce qu'elle elle correspond à ce que l'on fait. Il nous dit « L'art n'est pas un phénomène à expliquer, ni par les neurosciences, ni par la philosophie. L'art est en soi une pratique de recherche, une façon d'enquêter sur le monde et sur nous-mêmes. » Voilà, donc il n'invente rien, mais il rappelle ça. L'art nous révèle à nous-mêmes et d'une certaine manière, elle nous fait renaître en bousculant nos habitudes. Hein, c'est les fameuses situations troublées dont parlait tout à l'heure Joël Zask. Et c'est précisément ça que nous cherchons à produire, à réinstiller en fait dans les pédagogies, dans les actions de formation que nous menons avec des enseignants et des adultes qui vont être amenés eux-mêmes ensuite à travailler avec des apprenants. Alors, je vais vous donner maintenant 2 exemples. Bien sûr, c'est des vignettes, c'est beaucoup trop simplifié, mais c'est parce que peut-être si vous avez des questions, vous les poserez. 2 actions de formation, de création que nous avons faites avec des artistes. Alors, par exemple, avec Solène Bossu, que vous avez vu tout à l'heure dans la petite vidéo d'1 minute 30, Solène, grâce à sa recherche artistique sur le phénomène botanique de la timidité des cimes, puisque en fait la chorégraphie qu'elle a intitulée « Toucher » est une recherche, c'est une recherche sur ce phénomène en fait botanique de la timidité des cimes qui fait que certains arbres ne mélangent pas leur feuillage, mais créent entre eux des entre-deux. Et donc, nous avons avec Solène et puis nos étudiants fait le lien, d'abord vécu, nous sommes revenus à ces espaces entre, qui sont en fait des espaces pleins, qui remettent en cause ce dedans-dehors, où sont les limites du dedans-dehors. On a reposé tout ça et on y a travaillé avec une neuroscientifique, Bérangère Thiriot, qui aussi fait partie de notre équipe de recherche, pour faire des liens en fait dans la compréhension des vides nécessaires hein, dans tous les domaines ou dans beaucoup de domaines du vivant.
de quelle nature sont ces vides. Voilà ce qu'on a fait avec elle. Puis une deuxième et un dernier exemple, pardon. Ah mince, c'est celui de... Alors toujours avec un groupe donc d'adultes en formation dans le master Arénat. C'est avec un collègue physicien, astrophysicien, qui enseigne les maths à l'INSPE de Versailles, que nous avons travaillé d'abord sur ces notions d'ellipse, de gravitation, d'attraction, dans un atelier de danse, mais qui était fabriqué à partir d'un planisphère reconstitué, à partir d'une reconfiguration réelle des planètes sur un tapis. Donc, je ne saurais pas trop exactement vous l'expliquer de façon à la façon d'un astrophysicien, mais nous avons découvert, enfin les étudiants ont découvert ici ces notions. Et puis vous voyez, ils étaient accompagnés par une étudiante, une de nos étudiantes qui est à droite, vous la voyez peut-être sur l'écran, qui est violoniste et qui a accompagné en fait la découverte sensorielle de ces mécanismes, de ces phénomènes physiques. Alors, ce que je voulais dire pour terminer, là j'arrive à la fin de ce que je voulais partager avec vous, c'est que lorsque l'on fait ça et on pratique, on a créé notre groupe en 2019, mais ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'avec des doctorants, des artistes, nous cherchons ensemble un petit peu comment travailler dans la formation. Il y a quelque chose qui nous semble très important dans cette pédagogie, c'est qu'elle fait émerger une qualité de présence chez les adultes, chez les enseignants, une qualité extraordinaire de la présence aux autres, notamment aux apprenants, mais aussi aux personnes avec qui on travaille. Alors, j'aurais pu vous en faire un discours, vous chercher du verbatim, mais en fait, je me suis dit non, j'ai choisi pour d'illustrer cette présence manifestée à l'autre par 4 photos. 4 photos de 4 enseignants en action avec leurs élèves dans un collège REP de Bobigny. C'est dans un projet que nous avons mené avec des artistes et des enseignants et des médiateurs culturels, qui a fait l'objet d'une thèse qui n'est pas encore publiée de Sandrine Eschenauer, qui maintenant travaille à Aix-Marseille. Et vous voyez ici la qualité, personnellement, je l'aperçois tellement bien, la qualité de cette relation des enseignants avec leurs élèves dans des activités où on est sorti de la relation table, chaise, tableau. Et même peut-être si vous pouvez le voir en bas, vous voyez la prof d'anglais, Sylvie, qui tient la main à une élève pour la rassurer. C'est vraiment des images qui sont extrêmement rares dans des REP en particulier, mais même partout ailleurs. Et pour conclure, eh bien, je ne peux pas ne pas citer Hélène Trocmé-Fabre sur cette idée de la présence manifestée à l'autre, parce que, pour plusieurs raisons, mais parce que d'abord, elle œuvre avec notre équipe. Nous nous appuyons sur son référentiel cognitif pour faire notre travail depuis fort longtemps, son référentiel qu'elle a appelé l'arbre du savoir apprendre. Et voilà ce que dit Hélène. Et en fait, ça va évidemment beaucoup plus loin, ça va bien au-delà de la transmission, va bien au-delà de la biologie, de la neuroscience, de la neuroesthétique, de la philosophie et que sais-je. Et je la cite, elle dit « Transmettre se fait dans la rencontre ». Et la rencontre, eh bien, elle a besoin de l'écoute. La qualité de l'écoute dépend du silence que l'on sait établir en soi. Attente d'un retour, d'un écho, d'une résonance. La rencontre dépend aussi du regard porté sur le mystère de l'autre. La rencontre, elle dépend encore de la qualité de la présence manifestée à l'autre. La capacité de garder une écoute neuve, renaissant à chaque instant reconnu unique. Chaque instant sans retour. Voilà, elle a écrit ça dans le langage du vivant et c'est son dernier ouvrage en date. Et puis voilà, pour terminer, en fait, une citation de Varela qui, je pense, a été écrite pour vous, pour cette journée. Varela a beaucoup utilisé cette métaphore de la chorégraphie dans tous ses travaux sur l'énaction et dans une œuvre, dans un livre très
anciens, enfin qui date depuis 1987, donc il est plutôt ancien. Voilà ce qu'il disait déjà. Tout ce que nous faisons est une danse structurelle dans la chorégraphie de la coexistence.